Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue sur cette table ronde empreinte environnement par le digital en inbound marketing et outbound marketing chez Winband. Je suis ravie aujourd'hui autour de cette table ronde avec trois intervenants que je vais vous présenter tout de suite. Tout d'abord, nous avons donc Julie Hamon, qui est interlocutrice de Braze Marketing Academy, donc sur le département de l'Ille-et-Vilaine. Braze Marketing Academy, qui est partenaire Inbound Marketing France. Julie est également responsable marketing chez Digitaléo et elle nous racontera comment Digitaléo a entrepris sa démarche pour mesurer l'impact du digital sur l'environnement avec des mesures concrètes et chiffrées. Nous avons également la chance d'avoir Virginie Royer, chef de projet Planète Tech Care. Donc Planète Tech Care, qui est une initiative portée par le Syntec numérique et qui nous donnera donc le contexte dans lequel Planète Tech Care va œuvrer. Va nous donner également quelques éléments pour mieux déchiffrer l'impact environnemental du numérique sur la planète et nous préciser un petit peu aussi quel est le positionnement global de Planète Tech Care sur cette thématique. Jérémy Solier qui est présent avec nous, donc dirigeant de YesWeDev, qui développe des sites internet en conception, partagera des cas concrets et des bonnes pratiques en la matière. Avant de commencer cette table ronde, parler très rapidement de digital spécialisé dans des campaign marketing. Nous faisons partie de MV Group, qui est le premier groupe indépendant français en marketing digital, composé de 7 filiales qui vont couvrir toutes les expertises en matière de stratégie digitale. On va retrouver du référencement naturel, du référencement payant, qui tourne autour d'utiliser les réseaux sociaux, les contenus, la data, les achats et la média, également les supports audio-vidéo, ainsi que tout récemment donc la stratégie de marque. Nous comptons également parmi nous une école digitale donc, qui est 300, qui permet de former les professionnels à ces compétences-là, donc les professionnels de demain. Nous proposons une offre de formation et donc Winband organise également l'Inbound. Et donc du coup, avec tous ces sujets, c'est impossible de prendre la parole sans aborder en tout cas cette d'envergure, à savoir l'empreinte digitale en fait sur l'environnement. Je précise également donc cette table ronde est organisée en partenariat avec Braze Marketing Academy, qui est une initiative du réseau Produits en Bretagne. Il s'agit d'un réseau qui s'adresse à l'intégralité des métiers et des professionnels du marketing et de la communication. Et donc, c'est avec Braze Marketing Academy que nous déployons effectivement une table ronde. Pour information, personnes très intéressées, vous allez vous passer un lien d'inscription pour la Braze Marketing Academy si toutefois vous étiez intéressé. Rencontre par an, des grands thèmes abordés thématiquement avec un impact méthodologique concret en entreprise bretonne. Plusieurs et diverses thématiques sont abordées à l'occasion de rencontres. Bien évidemment, donc, de l'inbound marketing, du storytelling, de l'expérience client, du marketing. Très récemment, Marketing Academy a pu animer toute une session sur le neuromarketing et le prochain rendez-vous est donc, le 14 octobre sur l'impact du climat sur sa stratégie marketing. Du coup, je vais donner la parole à Julie, fois animatrice Braze Marketing Academy sur le département de l'Ille-et-Vilaine et qui est également marketing chez Digitaléo, qui va nous expliquer donc qui est Digitaléo, que fait Digitaléo et comment Digitaléo en est arrivé ici et sa démarche en matière donc, de marketing environnement. Ça marche. Merci Leïla. Bonjour à tous. Alors juste, je vois des gens qui disaient que le son était très saccadé. Je ne sais pas si vous entendez bien ou si c'était vraiment lié à la connexion de Leïla. Est-ce que c'est mieux? Bon, je continue parce que du coup, ok, ça marche. Ça doit être bon alors. En tout cas, moi, je t'entendais bien Leïla, mais a priori, il y a quelques... Pour certaines personnes, c'est un petit peu saccadé. C'est beau, c'est...
Du coup, juste des éléments de contexte pour présenter Digitaléo, avant de rentrer dans les détails de la démarche environnementale. Donc, nous, on est une plateforme de communication locale et multicanale. Donc, on propose différents leviers d'activation à nos clients qui sont organisés en réseau, gestion des fiches Google My Business et des avis clients notamment, visibilité en ligne et préparation de modèles de campagne sur différents canaux de marketing direct comme le SMS, l'email, message répondeur, print, post sur les réseaux sociaux, etc. Ça va vous permettre de mieux comprendre après le lien aussi entre justement numérique et environnement. Donc, pour notre démarche, on a eu trois grandes étapes chez Digitaléo dans la mise en place de la démarche RSE d'une manière générale. En 2018-2019, on a surtout mis des actions en place en interne pour diminuer la quantité de déchets, premièrement, et aussi pour sensibiliser les collaborateurs. Donc, l'idée, c'est commencer plus petit avec des actions très concrètes et des résultats visibles très rapidement pour embarquer tout le monde. Donc, quelques exemples. On a supprimé les poubelles individuelles, par exemple. Si tu peux laisser sur la slide d'avant, si ça t'embête pas, Laïla, suppression des poubelles individuelles par une poubelle commune, en fait, pour trier les déchets. Donc, on a maintenant poubelle noire, poubelle jaune, biodéchets. On a remplacé toutes les machines à café et à capsule par des machines à café à grains. On a supprimé les ustensiles à usage unique. On a mis à disposition aussi des fruits une fois par semaine et on a participé à des challenges type Mobile Acteur qui est organisé par la ville de Rennes, qui incite à la mobilité douce. D'autres défis comme vider les boîtes email des collaborateurs avec Fago, ce genre de choses. Donc, justement, on a une liste non exhaustive de nos partenaires que vous pouviez voir tout à l'heure, avec lesquels on travaille sur ces différents sujets. Ça peut vous servir si vous êtes dans le secteur rennais et breton plus largement, parce que de notre côté, on essaie forcément de s'inclure sur le territoire et donc de s'entourer d'acteurs locaux. Donc ça, c'était pour la première phase. Donc, vous voyez, c'était vraiment des démarches aussi volontaristes et une envie des collaborateurs de changer les choses. En 2020, on a voulu vraiment aller plus loin et pouvoir vraiment chiffrer ces évolutions et savoir d'où on partait. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a constitué des groupes de travail en interne sur le sujet de l'environnement et on s'est rapproché de différents organismes pour réaliser le bilan carbone. L'objectif, c'est vraiment de savoir d'où on part pour savoir où on veut aller. Et on a réalisé le bilan carbone avec la fondation Good Planet, ce qui est géré par Yann Arthus Bertrand, pardon, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, pour vous rentrer un peu plus dans le détail d'un bilan carbone, ça se constitue de 3 scopes. Nous, en tout cas, on l'a fait sur les 3 scopes. Le scope 1, qui est les émissions directes, le scope 2, émissions indirectes liées à l'énergie, et le scope 3, les émissions indirectes non liées à l'énergie. Alors, dans les entreprises qui produisent des biens, c'est souvent le scope 1 qui est le plus important. Et d'ailleurs, si l'obligation légale pour les entreprises de plus de 500 collaborateurs, c'est sur les scopes 1 et 2. Nous, dans notre cas, c'était très important d'aller regarder le scope 3 parce que nous, on est une entreprise de service. Et c'est vraiment sur ce scope 3 qu'on va avoir le plus d'impact, en tout cas chez nous. Donc, ce qu'on a fait, c'est le bilan carbone. Donc, si tu vas au slide d'après, Laïla, voilà, on est transparent, on vous partage. Réalisé en 2020, donc avec des éléments de 2019. Et comme je vous le disais, le principal impact dans notre activité, ce sont les achats. Et dans notre cas, c'est ce qui concerne en fait le routage des communications email pour nos clients. Donc maintenant, ça vous permet de voir aussi un peu mieux le lien entre le titre de cette table ronde et l'impact que peut avoir le numérique sur l'environnement. Donc en fait, voilà, nous, ce qu'on va essayer de chercher à faire, c'est de diminuer cet impact global via différentes actions. D'où la dernière étape de nos 3 phases, qui est aujourd'hui de réduire un maximum et capter aussi, capter l'incompressible. J'allais en arriver à ce point-là, effectivement, Julie. Une fois que ces 2 étapes sont validées, on peut imaginer que vous allez effectivement chiffrer des objectifs. Et c'est de savoir aussi un petit peu à quel vous êtes concrètement aujourd'hui. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc, ce qu'on a fait, Good Planet nous a aidé dans la réalisation d'un plan d'action, justement. Ce qu'on a fait
depuis Bilan Carbone, on a changé notamment de fournisseur d'électricité. On est passé par Planète Oui, donc ça nous a permis de réduire de 82% les émissions liées à l'énergie. On a instauré le télétravail un jour par semaine, donc c'est moins 20% sur les émissions liées au déplacement domicile-travail. Et aussi, on a essayé, donc ça, c'est les deux pratiques chiffrées qu'on peut vraiment mettre en avant. Après, on a beaucoup de changements de pratiques en interne, notamment on demande à chaque service de toujours avoir le prisme de l'impact carbone en tête dans la réalisation de leurs actions. Et vous allez voir, hein, Jérémy va l'expliquer un peu plus tard, mais c'est un mindset qu'il faut vraiment réussir à changer, en fait, changer notre manière de penser dans le travail. Et ça, c'est assez important. Et si je prends l'exemple du service marketing, on a arrêté de publier quotidiennement sur certains réseaux sociaux parce que l'impact est moindre d'un point de vue business et puis ça ne sert à rien de continuer à produire du contenu juste pour produire du contenu. Donc voilà, on s'est dit, OK, on arrête de publier sur ce réseau social et on est en train de repenser tout notre site internet pour justement limiter l'impact. Donc ça, c'est au sein du service marketing et à l'échelle de l'entreprise. On est en train de faire un fichier de suivi qui va nous permettre de tracer vraiment toutes ces évolutions service par service et pouvoir être transparent avec toutes nos parties prenantes. Et du coup, pour la deuxième phase qu'on voit en vert, pour la partie incompressible, pour la première partie, ça va être la réduction des envois, en fait, inciter et faire de la pédagogie auprès de nos clients. Parce que voilà, on disait, une grosse partie de notre impact est liée à l'envoi des communications email. Donc, nous, on doit sensibiliser nos clients à changer aussi leur manière de communiquer de manière plus raisonnée. Et notre objectif, c'est de réussir à avoir une réduction, un impact en tout cas de 20% sur l'envoi d'email. Donc, soit leur montrer comment utiliser différemment l'email en ciblant mieux. Donc, forcément, ils vont en envoyer moins. Ou sinon, leur montrer que d'autres alternatives existent avec d'autres canaux comme le SMS, qui est beaucoup moins polluant, par exemple. Et le deuxième gros objectif qu'on s'est fixé aussi, c'est d'atteindre la neutralité carbone en 2025. Et pour la partie incompressible, donc, comme je disais tout à l'heure, on s'est associé avec Ecotri, qui est une entreprise bretonne aussi et qui va nous aider en fait à créer des puits de carbone. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on investit dans des forêts en Bretagne, à Ploerdut plus précisément. L'idée, c'est de se dire que on va forcément continuer à avoir un impact. Malheureusement, on ne peut pas arrêter de communiquer, nos clients ne peuvent pas arrêter de communiquer, mais on va chercher à capter cette partie incompressible grâce aux arbres. Donc là, pour avoir un chiffre en tête, au premier semestre 2021, on a planté quasiment 1500 arbres à Ploerdut en se basant sur l'estimation de S1 2019 qui avait été fait avec Good Planet. Et l'idée, c'est vraiment d'ajuster au réel chaque année. Et la prochaine étape que vous voyez là, c'est de le proposer aussi à nos clients directement au sein de la plateforme Digitaléo, de pouvoir leur permettre de capter cette partie incompressible pour aller vraiment plus loin. Mais voilà, il fallait d'abord faire ce travail de nous en interne, de réfléchir à notre manière de fonctionner, pourquoi on le fait et surtout d'être transparent pour pouvoir ensuite le proposer à nos clients. Très bien. Merci beaucoup, Julie. On va maintenant donner la parole à Virginie, donc, qui est chef de projet chez Planète Tech Care, qui va effectivement donner un peu plus de contenu sur cette grande thématique, avec également quelques points pour mieux déchiffrer l'impact digital sur l'environnement et préciser également le positionnement de Planète Tech Care. Oui, merci beaucoup Leïla et bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, après ce retour d'expérience super intéressant de Julie en fait sur leur démarche, peut-être qu'avant de vous présenter plus en détail notre initiative Planète Tech Care, vous donner quelques éléments de contexte. Donc une première chose importante, c'est le numérique a une empreinte environnementale réelle et non négligeable, alors que ce soit au niveau des émissions de gaz à effet de serre, puisque par exemple selon le rapport Green IT d'octobre 2019, on peut dire que les émissions de gaz à effet de serre du numérique représentent plus de 3% des émissions totales mondiales, ce qui est supérieur en fait au transport aérien qui lui représente 2%. Le numérique a aussi évidemment un impact très important sur l'épuisement des ressources naturelles, la pollution de l'eau, de l'air, des sols.
La deuxième chose importante à retenir, c'est la multiplication des usages. On compte en 2019 plus de 34 milliards d'équipements connectés et selon le Shift Project, en fait, la consommation énergétique du numérique devrait progresser de 9% par an, lié évidemment à cette multiplication des usages. On voit donc qu'il y a vraiment une urgence à agir. Alors, ce qu'on constate, c'est que la prise de conscience de ces impacts, la volonté d'agir sont de plus en plus présents. Et le passage à l'action reste difficile, notamment pour les petites et moyennes entreprises, parce qu'en fait, on constate que c'est un écosystème foisonnant. Il y a beaucoup d'initiatives, ce qui rend parfois les choses peu lisibles en fait pour une entreprise qui souhaite s'engager. Elle ne sait finalement pas trop par où commencer ou vers qui se tourner. Un autre fait important, en fait, c'est la question fondamentale de la mesure, qui est non seulement complexe, mais représente aussi souvent un coût important. Et donc, je vous ai mis là quelques lignes en fait sur la méthode aujourd'hui qui est la plus avancée, qui est la méthode d'analyse du cycle de vie. Alors, cette méthode, elle a le mérite d'avoir une approche globale, en fait, puisqu'elle va prendre en compte les différentes étapes du cycle de vie du produit ou du service, depuis l'extraction des matières premières qui sont nécessaires à sa fabrication jusqu'à la gestion de sa fin de vie, que ce soit réutilisation, recyclage. Et pour chacune de ces étapes, on va calculer son impact environnemental. Donc, je disais, c'est une méthode qui a une approche globale, mais qui reste complexe et qui nécessite en fait des données d'impact associées à des bases souvent peu accessibles ou onéreuses. Donc ça, c'est un petit peu pour poser le contexte, en fait, donc l'urgence d'agir, mais le fait aussi que ce n'est vraiment pas facile pour tous les acteurs et notamment pour les petites et moyennes entreprises ou organisations. Et donc, en fait, nous, en fait, on est persuadés que pour favoriser ce passage à l'action d'un maximum d'acteurs pour finalement efficacement réduire cette empreinte numérique, cette empreinte environnementale du numérique, pardon, il est indispensable en fait de simplifier la trajectoire des acteurs pour fédérants, en travaillant à créer des communs, notamment autour de la mesure, et en rendant finalement les ressources et méthodes accessibles au plus grand nombre. Donc, lorsqu'on a lancé, alors je veux bien que tu passes à la slide suivante, Leïla, s'il te plaît. Merci. Donc, en fait, lorsqu'on a lancé Planète Tech Care, un choix fort a été fait au départ, qui a été de dire il existe beaucoup d'initiatives, des choses de grande qualité, de grande pertinence. Et donc, nous, en fait, on va se positionner plutôt comme une méta-initiative, je le disais, qui va viser à fédérer l'écosystème et à rendre les choses plus lisibles. Alors, Planète Tech Care, très concrètement, comment ça fonctionne? C'est donc une plateforme qui va mettre en relation des entreprises, des acteurs publics, des acteurs de la formation qui souhaitent réduire l'empreinte environnementale du numérique. Et nous, on va les mettre en rapport avec un réseau de partenaires qui sont des experts du numérique et de l'environnement. Comme cela, en fait, à Planète Tech Care, on va se positionner comme une porte d'entrée unique, un lieu unique où finalement on a toutes ces expertises. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Planète Tech Care est totalement gratuite pour les entreprises qui souhaitent. Alors, je ne sais pas, j'entends pas mal de. J'espère que le son n'est pas trop mauvais, parce que moi, j'ai pas mal de retours. Donc, je disais. On t'entend bien. Ok, merci. L'initiative est totalement gratuite. Elle est aujourd'hui pilotée par le programme numérique responsable de Syntec Numérique. Alors, je dis Syntec Numérique, mais peut-être que certains l'ont entendu. Syntec Numérique et Tech in France ont fusionné vendredi. Et donc, maintenant, la plateforme est portée par Numéum, qui est le résultat de cette fusion. Elle est jeune, on a été lancé en octobre dernier à Bercy avec le soutien de Cédrico et de Barbara Pompili, puisqu'il faut savoir qu'il y avait aussi une demande gouvernementale de finalement essayer de rendre plus lisible cet écosystème très atomisé. Alors, je veux bien que tu passes sur la slide suivante, Leïla, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, je disais, la façon dont Planète Tech Care fonctionne au départ, c'est déjà d'essayer de fédérer un maximum les experts pour faciliter l'accès des entreprises, de tous ceux qui souhaitent s'engager pour réduire l'empreinte environnementale de leur numérique. Aujourd'hui, Planète Tech Care, en fait, a 20 partenaires qui sont tous des experts du numérique et environnement et qui ont accepté, en rentrant dans l'initiative, de partager gratuitement leur expertise sous forme d'ateliers mensuels. Puisque l'autre pendant très important de l'initiative, c'est aussi d'avoir une approche très concrète, très pragmatique. Et donc, chaque mois, l'un de nos partenaires va proposer un atelier qui va porter sur un sujet précis, toujours lié évidemment au numérique et environnement. Et durant cet atelier, notre partenaire va partager son expertise, des travaux, des clés d'action, en fait, pour outiller et aider, en fait, les entreprises à avancer sur cette trajectoire. Alors, je ne vais pas vous citer tous nos partenaires. Ce qui est important de bien comprendre, c'est cette volonté de fédérer un maximum. Donc, on a
Lorsqu'on a été lancé en octobre, on avait une dizaine de partenaires. Aujourd'hui, vous voyez, on en a plus de 20. On a des gens comme l'ADEME, la BPI France, l'INRIA. On a également des gens comme la Société informatique de France, le pôle systématique, un pôle de compétitivité, et évidemment des grands acteurs comme Syntec Numérique, Numéum, mais également des gens comme l'Institut du numérique responsable, l'Alliance GreenIT.fr, GreenIT.fr, le Shift Project. Et je vous ai mis également sur le slide en fait, la liste des ateliers qui ont déjà été organisés. Ce qui est important à garder en tête, c'est que donc un thème différent tous les mois, un partenaire différent tous les mois, et deux choses très importantes. Les ateliers, en fait, peuvent être des ateliers de sensibilisation, des retours d'expérience, des partages de bonnes pratiques. Ça peut être un atelier plus technique qui va s'adresser plutôt aux équipes de la DSI ou aux développeurs, puisqu'en fait, au sein d'une entreprise, lorsqu'elle devient signataire, l'ensemble de ses collaborateurs a accès à nos ateliers. Ça, c'est très important pour nous également de pouvoir infuser auprès de toutes les équipes. Et donc, on va avoir des ateliers plus dirigés vers les équipes commerciales ou les équipes marketing, en fait, toujours pour faire monter en compétences et fédérer un maximum l'organisation autour de ce projet. Deuxième chose importante, c'est que tous nos ateliers sont disponibles en replay. Et donc, on est en train de constituer une bibliothèque de contenu extrêmement riche. Et donc, tous les signataires ont accès à ces replays. Comme ça, ils peuvent visionner les ateliers quand ils le souhaitent. Je dis que tu passes à la prochaine slide, Leïla, s'il te plaît. Oui, quand j'ai juste une petite question par rapport à quand on voit excuse-moi. tout à l'heure. Du coup, Virginie? Oui. On peut très vite, effectivement, poser la question de savoir qui s'adresse concrètement, effectivement, Planète Tech, réservé aux acteurs de la tech, ou est-ce qu'on peut un petit peu plus large en termes de... Alors, tu as tout à fait raison, Leïla. C'est vrai que là, j'ai présenté finalement la partie partenaire, expertise. Mais effectivement, en fait, à qui s'adresse Planète TK? Eh bien, j'ai envie de dire, elle s'adresse à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. On va de la toute petite entreprise au très gros groupe, quel que soit leur secteur d'activité. Et ça, c'est effectivement très important. On est porté par Numéum. Donc, évidemment, on s'adresse aux acteurs de la tech, mais on va bien au-delà, puisqu'aujourd'hui, on peut dire le numérique, il est partout. Et chacun, en fait, tout le monde doit agir. Et donc, on a également des acteurs publics ou des collectivités locales. Le deuxième pilier très important parmi nos signataires, en fait, ce sont les écoles et acteurs de la formation. Je l'ai dit au début, aujourd'hui, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut agir, il y a une urgence à agir, mais il est également très important de pouvoir former les talents de demain. Il y a un trou dans la raquette à ce niveau-là, et on sait qu'il faut former finalement en compétences, faire monter en compétences pour pouvoir continuer à agir sur ces sujets de façon efficace. Donc voilà pour nos signataires. Quand on a été lancé en octobre, on avait une centaine de signataires. Aujourd'hui, on en a plus de 380. Donc c'est vraiment, on voit une belle dynamique. J'ai oublié de préciser que pour les écoles, c'est comme pour les entreprises. On a des écoles évidemment numériques, des écoles d'ingénieurs, mais également des écoles plus généralistes comme l'ESSEC ou HEC qui nous ont rejoints puisqu'à nouveau, on veut former tous les types de profils qui doivent en fait se sentir concernés par le sujet. Rapidement, pour devenir signataire, je l'ai dit, c'est gratuit. On s'engage à signer un manifeste qui est ultra simple. Il dit 3 choses. Je reconnais que le numérique a une empreinte environnementale. Je m'engage à la mesurer pour m'inscrire dans une trajectoire de réduction, disons de maîtrise, voire de réduction. À nouveau, vous voyez très peu de barrières à l'entrée. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est embarquer un maximum d'acteurs, que tout le monde se mette en route pour maximiser l'impact. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs chez Digitalio au début d'année. Oui, exactement, non mais complètement. Et on est ravis d'ailleurs de vous avoir. Et donc, juste pour compléter le dispositif, je vous ai parlé des partenaires, je vous ai parlé des signataires. Un troisième statut, ce sont les ambassadeurs. Alors ça, ce sont des associations, des think tanks, en fait, qui ne sont pas forcément des experts du numérique et environnement, mais partagent pleinement les valeurs de Planète Take Care et donc souhaitent la faire rayonner, la faire connaître auprès de leur écosystème et donc vont nous aider à, comme je disais, voilà, la faire connaître aussi dans les territoires, ce qui est un point très important aussi pour Planète Take Care, cet ancrage dans les territoires. Donc on va avoir des gens comme Akinum, Digital Aquitaine, mais également des gens comme le MEDEF ou France Digital qui vont nous aider à mieux faire connaître l'initiative. Alors, je veux bien qu'on passe, voilà.
Merci Leïla. Donc ça, en fait, c'est une petite slide pour résumer en fait un petit peu tout ce que je vous ai dit et vous montrer en fait la force du dispositif qui est complètement basé sur la force du collectif, le fait que c'est ensemble qu'on va pouvoir relever ce défi formidable en fait de réduction de l'empreinte environnementale du numérique, qui est d'autant plus importante, comme on l'a vu, multiplication des usages, mais aussi parce que le numérique est un des leviers majeurs en fait de la transition écologique. Et donc ça va être nous, nos ambitions, je les ai résumées, hein, fédérer l'écosystème, un maximum d'impact, créer des communs, ça c'est quelque chose d'extrêmement important, cette notion de standard, si possible en open source et en open data, toujours en fait pour permettre de rendre plus lisible en fait les démarches. Et on a également cette volonté de se mobiliser à l'échelle européenne. On pense que c'est aussi là en fait qu'il faut agir pour faire converger les initiatives. Donc voilà, en fait, une communauté qui grandit, qui se positionne comme un facilitateur, un accélérateur, ouverte à tous et persuadée que chacun a son rôle à jouer. Voilà. Merci beaucoup Virginie pour toutes ces précisions, ces chiffres qui sont vraiment marquants et qui permettent effectivement à tout à chacun de prendre conscience en tout cas de l'ampleur de ce sujet. Je vous propose maintenant de retrouver Jérémy, qui est donc le dirigeant de l'entreprise Yes We Dev, comme je le disais en préambule, qui conçoit un site internet éco-responsable. Et donc en fait, Jérémy a accompagné clients sur leur manière en fait d'optimiser leur empreinte digitale, ou en tout cas de la réduire dans un temps 2. Du coup, ce que je propose effectivement, c'est que Jérémy, tu nous partages un petit peu toutes ces bonnes pratiques, ces chiffres clés là encore, puisqu'on va voir qu'on a des chiffres plutôt interpellants. Avec plaisir, merci Leïla. Bonjour à tous. N'hésitez pas à le signaler s'il y a un problème de son dans le chat. Je mettrai mon casque. Donc effectivement, on va rentrer directement dans le concret. Je vais vous présenter 2 parcours utilisateurs très simples. On va dire le premier, c'est un utilisateur qui arrive sur le site de Yes We Dev, complètement par hasard. Il consulte un article sur le blog, ça lui plaît, du coup il décide d'aller sur la page contact pour remplir le formulaire et nous laisser un message. Ce parcours-là, on estime que ça va représenter à peu près 7 grammes de CO2 rejetés dans l'environnement et ça va consommer 10 centilitres d'eau. Donc, ça prouve que le numérique a beau être immatériel, il y a tout de même un impact qui est laissé finalement sur la planète. Deuxième parcours qu'on va comparer, c'est Netflix. J'imagine que vous connaissez tous. On arrive sur la plateforme, on se connecte, on arrive sur une page d'accueil qui est personnalisée selon nos goûts et notre consommation de Netflix. Et là, je vais cliquer sur une série pour afficher les infos et lancer mon épisode. Et là, mon parcours s'arrête ici, c'est assez important parce que dans mon parcours, je ne vais même pas prendre connaissance du chargement de la vidéo. Donc, ce parcours-là, il va rejeter 9 grammes de CO2 et consommer 13 centilitres d'eau. Là, on parle de comparaison d'une seule personne qui va naviguer seule sur son ordinateur. Et alors, je ne sais pas si, Leïla, tu peux passer à la slide suivante ou oui, pas. Ouais, c'est parfait. Parfait. Il y a un petit décalage, mais ce n'est pas grave. Et du coup, en fait, ce qui est hyper important dans l'éco-conception, dans la consommation qu'on a du numérique, c'est le volume, en fait. C'est le volume qui fait tout, parce que si on compare ces 2 parcours qui sont très proches et qu'on les met dans les conditions réelles, on se rend compte que sur Yes We Dev, où il y a entre 1400 et 1500 visites par an, cette consommation, ce parcours-là, il va représenter l'équivalent au total sur une année de 68 km, un équivalent CO2 de 68 km, soit 2 fois le tour de la rocade de Rennes pour les locaux, ou 150 litres d'eau, soit 17 packs d'eau, ce qui est important. Il y a encore des efforts à faire à ce niveau-là, mais ça reste minime. Enfin, les chiffres d'à côté vont donner le vertige, en fait, si on compare le parcours qui est quasiment similaire à l'échelle de Netflix. On parle de 200 millions d'abonnés. Donc, Netflix communique peu sur ces chiffres, mais on sait qu'ils ont atteint les 200 millions l'année dernière. Donc, ça donne un 74 millions de tours de rocade de Rennes. Donc, ce n'est pas très parlant. On va convertir en trajet Terre-Lune. Je ne sais pas si ça parle beaucoup plus, mais c'est quand même plus de 5000 fois le trajet Terre-Lune et plus de 2000 piscines olympiques remplies à ras-bord avec l'eau qui sera consommée. Donc, c'est vraiment ça l'impact fort du discours, c'est le volume qui va faire
qui va faire l'importance de la chose. En France, des sites comme L'Équipe, comme Le Bon Coin, comme Le Monde, etc. font beaucoup d'efforts là-dessus, mais forcément, c'est le volume qui fait qu'il va y avoir beaucoup d'impact sur l'environnement. Donc, comment réagir face à ça? Il y a 2 plans. Donc, le plan A, il y en a peut-être d'autres, mais aujourd'hui, on va en parler de 2. Le plan A, c'est l'optimisation de l'existant. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre au cœur de reprendre l'existant, de l'optimiser, de retirer tout ce qui est superflu, de faire attention au contenu qu'on va poster, etc. Donc là, 2 objectifs. Donc, ce premier objectif d'optimisation et le deuxième qui est de pédagogie. Donc, c'est-à-dire que nous, en tant que professionnels du web, on doit vraiment un peu partager cette bonne parole et faire en sorte que les personnes qui vont s'occuper du contenu sur les sites vont acquérir les bonnes pratiques, les bons réflexes pour vraiment perpétuer dans le long terme ces bonnes pratiques et pas devoir tout recommencer à zéro 6 mois plus tard parce qu'on n'a pas fait cet effort de pédagogie. Donc, j'ai mis les 4 sujets sur lesquels on intervient les plus souvent quand on fait de l'optimisation. Évidemment, c'est les images. C'est un poids énorme dans les requêtes qui sont envoyées aujourd'hui sur le web. Donc, tout ce qui est images, maintenant, il y a des formats comme le format WebP qui sont parfaits, beaucoup plus optimisés en tout cas que du PNG ou du JPEG. Les polices de caractères, on n'y pense pas souvent, mais en fait, avec les connexions qui sont devenues super bonnes, on s'est un petit peu mis dans un certain confort et aujourd'hui, on utilise des polices qui sont super lourdes avec beaucoup de différences de graisse, beaucoup de différentes configurations, ce qui fait que quand on utilise sur un site web, on va charger toutes ces configurations même si on n'utilise que 2 ou 3. Donc, il y a des efforts à faire là-dessus, côté design et côté développement. Le cache, là, c'est un petit peu plus technique, mais c'est ce qui va vous permettre de ne pas, de conserver en local certaines requêtes, certaines données pour ne pas à chaque fois faire des échanges avec le serveur. Donc, pour tout ce qui n'a pas besoin d'être rafraîchi en temps réel, c'est hyper important d'utiliser un cache. Et les librairies, là, c'est encore plus technique, mais c'est en tant que développeur, on ne refait pas la roue à chaque fois qu'on fait un site. Donc, par exemple, quand il y a des sliders, des carousels ou des formulaires de contact, on va souvent utiliser des briques qui sont préconçues. Et parfois, certaines de ces briques sont très, très grosses et on va utiliser seulement 5 à 10% des fonctionnalités. Alors, l'idée, c'est d'être un petit peu plus intelligent dans le choix de ces librairies et de ne pas utiliser des machines de guerre si on a besoin de 5% seulement des fonctionnalités. Donc, dans on va dire ce plan A, tout ce qui est optimisation de l'existant, on estime que ça peut, selon les cas, ça dépend du point de départ, mais ça peut nous faire gagner entre 10, 20, peut-être 25% de gains sur ce que va rejeter, on va dire, un site ou sur ce que va consommer un site. Donc, ce n'est pas négligeable, mais ça reste encore assez faible par rapport à tout le reste. Et c'est là qu'on va passer au plan B. Si tu me suis, c'est parfait. Le plan B, du coup, il y a des chiffres qui sont importants à avoir en tête. C'est qu'aujourd'hui, selon les récents rapports de l'ADEME, on considère qu'il y a 70% des fonctionnalités qui sont peu utilisées. Donc, c'est à peu près une fois par semaine. Et 40% des fonctionnalités qui sont quasiment ou jamais utilisées. Donc, ça veut dire qu'il y a un petit peu moins d'une fonctionnalité sur 2 sur les sites ou les applications web qui ne sont jamais utilisées. Et ce constat-là, il est hyper triste. Et c'est important de rappeler la règle, on va dire, qu'on appelle la règle des 3 U, qui est en bas de la présentation. Chaque fonctionnalité doit être utile. Donc, pour ça, ça veut dire qu'elle doit répondre à un besoin qui a été exprimé par des utilisateurs. Utilisable, ça c'est un petit peu le challenge du design et de l'expérience utilisateur, comment faire en sorte qu'elle soit la plus simple possible et ensuite la traduire techniquement côté développement. Et utiliser, donc ça rejoint aussi ce que disait Julie tout à l'heure, il faut mesurer pour améliorer sans cesse les choses. Donc si on se rend compte une fonctionnalité qui était utilisée mais au bout d'1 an, 2 ans est de moins en moins utilisée, voire plus utilisée, soit ça veut dire qu'il faut la repenser, soit l'enlever, mais pour ça il faut mesurer. Et dernier chiffre un petit peu en marge de tout ça, c'est aujourd'hui, il y a 75% du trafic web sur lequel on ne va pas avoir la main en tant qu'internaute. C'est vraiment du trafic qui va se passer entre data centers. Exemple simple pour illustrer ça, c'est sur Netflix, chaque épisode de chaque série est stocké sur 6, 7 ou 8 data centers différents. Et constamment, il migre
d'un data center à un autre pour aller là où c'est le moins cher de stocker de la donnée. Donc, pour chaque octet, pour Netflix, l'économie, elle est dans des millièmes de centimes. C'est ridicule, mais on l'a vu tout à l'heure, ramené au volume que brasse Netflix, je suppose que ça fait des millions d'économies par an. Et ça, on aura beau optimiser ce qu'on veut, on ne pourra pas aller chercher ces 75% de trafic. D'où l'importance de repenser nos usages. Et je vais citer un exemple du Crous, une étude qui est en ce moment faite avec le Crous, avec Jugeote et Empreinte Digitale, qui sont des agences UX et accessibilité numérique, qui travaillent avec le Crous tout simplement pour améliorer la performance, on va dire, énergétique de leur site. Ça, c'est la page d'accueil sur laquelle vous arrivez lorsque le Crous ouvre les vannes pour aller trouver un logement pour la rentrée. Le jour de l'ouverture, les estimations de trafic, c'est plus de 400 000 connexions dans les premières minutes d'ouverture. Donc, c'est assez énorme. On voit bien qu'il y a une requête qui est faite sur la vingtaine des bases du Crous sur toute la France et qui remonte tous les logements disponibles. Donc, 400 000 étudiants fois, là, sur l'exemple, c'est 1500 logements disponibles. 400 000 requêtes fois 1500 fois le nombre de rechargements de pages, etc. On arrive très, très vite au milliard de requêtes. C'est assez affolant. Et donc, quels sont les résultats de cette étude? Ce n'est pas encore mis en place, mais c'est déployé progressivement. C'est de se dire, OK, un utilisateur, il va a priori pas chercher un logement à Rennes et à Lyon en même temps. Ça n'a pas de sens. Donc, on va, avant qu'il arrive sur cette page, lui mettre des étapes qui vont permettre de filtrer les requêtes et donc d'être un petit peu plus frugal sur cette utilisation des bases du Crous. On va lui demander évidemment la ville, le type de logement qu'il va rechercher, etc., pour avoir un max d'infos et faire des requêtes précises au lieu de faire des requêtes un petit peu, enfin, même pas un petit peu, mais très larges. Autre piste, vous voyez une carte sur la droite de l'écran. Cette carte-là, elle a le malheur de se recharger chaque fois qu'on bouge d'un pixel. Donc, chaque fois qu'on veut zoomer, qu'on veut chercher, etc., ça recharge. Et donc, c'est 1500 requêtes envoyées à chaque fois qu'on bouge la carte. Donc ça aussi, c'est typiquement quelque chose qui peut être stocké en cache parce que le logement, d'une minute à l'autre, il ne va pas changer d'adresse. Donc, c'est un truc qu'on peut stocker en cache pour ne pas avoir ce rechargement instantané et immédiat pour l'utilisateur. Donc, voilà, c'est vraiment des choses. On aura beau optimiser ces fonctionnalités-là, il y a un moment où on va être bloqué. Il faut vraiment les repenser, remettre sur la table, OK, quel est le besoin et comment on va y répondre autrement. Et ça permet d'enchaîner sur la suite. C'est vraiment la phrase qu'il faudra retenir, c'est qu'on ne va pas éco-concevoir un logiciel, une application ou un site web, mais on va éco-concevoir un acte métier ou une fonctionnalité. L'éco-conception, c'est vraiment, ça concerne pas que le numérique, ça concerne tous les métiers, la mode, la cosmétique, voilà, c'est vraiment des démarches qui peuvent être activées partout. Et aujourd'hui, on a vraiment un besoin de faire ce transvasement. Julie en parlait tout à l'heure aussi, de se dire, OK, à titre perso, on commence tous à prendre des réflexes, etc. Et c'est important de faire le transfert vers aussi notre contexte professionnel et de réfléchir ensemble sur comment on peut améliorer nos usages et pas simplement faire quelque chose parce que c'est la mode, mais le risque, c'est que dans 6 mois, je dois refaire parce que la mode sera passée, ou faire quelque chose parce que ça fait bien, parce que le voisin a la même chose, mais plutôt d'avoir ces 3 U en tête. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utilisable? Est-ce que ça sera utilisé? Et ça sera déjà un pas de géant pour notre sujet du jour. Très bien, merci beaucoup Jérémy pour tous ces chiffres vraiment interpellants et de partager ces 2 bonnes pratiques qui, c'est ce qu'on essaye en tout cas de véhiculer à travers cette table ronde, montrer que ce sont des mesures qui sont accessibles au plus grand nombre et qui permettent de mesurer assez rapidement des effets. Du coup, si je retiens bien, et merci pour la transition également, le mot de la fin pour toi, Jérémy, donc ça serait de dire qu'il faut vraiment veiller à transposer l'usage qu'on peut faire dans le personnel vers son métier, vers le professionnel. C'est ça. Du coup, moi, je me tourne aussi vers Virginie et Julie pour avoir le mot de la fin. Quel serait le conseil que vous souhaiteriez partager aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent? Tu te lances, Virginie, ou j'y vais?
Eh bien, moi, je dirais comme conseil, effectivement, qu'il faut agir, qu'on connaît déjà un certain nombre de bonnes pratiques, en fait, qu'on peut mettre en place à son niveau, au niveau de son entreprise, et qu'il est finalement, au-delà de pouvoir œuvrer pour un numérique plus respectueux de l'environnement, ça apportera également énormément d'effets bénéfiques, en fait, en termes c'est un atout, en fait, stratégique, je pense, de travailler sur ces sujets pour une organisation. Et puis dernier petit conseil, rejoignez Planète Tech Care pour nous aider à avancer sur ces sujets tous ensemble. Et moi, si je rajoute une dernière chose sur la partie très concrète de mise en place, nous, on pense que ça fonctionne, en tout cas, ce qu'on a pu initier et ce qu'on commence à initier, parce qu'on sait d'où on est parti, on sait où on voulait aller. Donc, on se donne les moyens forcément de nos ambitions. Et surtout, c'est un projet qui est porté par la direction. Donc, c'est-à-dire que c'est devenu un objectif d'entreprise aujourd'hui. Voilà, de diminuer notre empreinte carbone et accompagner nos clients, faire de la pédagogie et leur offrir de nouvelles fonctionnalités. C'est un OKR d'entreprise et c'est quelque chose qui est suivi par tous les collaborateurs, en fait. Donc ça permet vraiment d'impulser une démarche et voilà, on arrive à agir sur les différents leviers dont je vous ai présenté tout à l'heure. Très bien. Merci à tous les trois. En tout cas, moi, si je devais partager effectivement un conseil également en lien avec ce que vous avez pu nous partager aujourd'hui à travers tous vos témoignages, je pense qu'on pourrait synthétiser le tout en faisant appel en fait finalement un peu de bon sens pour effectivement voilà, transposer ce qu'on peut faire dans le personnel, cette notion de s'appuyer sur le collectif et effectivement embarquer le collaborateur en tout cas qui est au cœur de l'entreprise. Avec effectivement l'appui de la direction pour avancer dans la bonne direction, celle de Planète Tech Care. Merci à tous. Du coup, on a quelques minutes encore devant nous. Si éventuellement il y avait des personnes parmi donc les personnes qui sont présentes, qui nous regardent, qui nous écoutent, si vous aviez des questions, on a quelques minutes à vous accorder pour répondre à vos questions. Peut-être en attendant les questions, Leïla, si tu me permets, je voulais juste souligner en fait l'importance du témoignage aussi bien de Julie que de Jérémy en fait sur la façon dont ça peut se faire en fait. Voilà, ça montre de façon extrêmement concrète qu'on peut agir, qu'on peut faire quelque chose. Et je crois que ça c'est vraiment important de pouvoir partager ces témoignages pour montrer que voilà, on peut faire quelque chose et il faut y aller. Merci Virginie pour cette précision. Pour rebondir là-dessus, en plus, c'est hyper important de commencer petit, de ne pas chercher la perfection parce qu'elle est aujourd'hui inatteignable. On espère l'atteindre un jour, mais sur ce sujet-là, aujourd'hui, elle paraît inatteignable, mais vraiment de faire des efforts petit à petit pour améliorer quelque chose qui est mesurable, quoi. Oui, c'est clair. Des petites victoires au quotidien et ça permet de... C'est un effet boule de neige après. Et du coup, comme nous n'avons pas de questions, je vais tous vous remercier pour votre écoute et votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci. Ouais, merci à vous. Bonne Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.